lecture de l'ordre du jour. Bien. Je dis bonsoir à tout le monde, bonsoir aux membres de la commission, bonsoir Monsieur le Président de la Fédération des barreaux d'Haïti. Conformément aux instructions du Président de la commission, je vais donner lecture de l'ordre du jour pour démarrer la séance d'aujourd'hui, la séance de travail. 1. Propos de bienvenue par le Président de la commission, l'honorable député Clovis Oba. 2. Lecture de la correspondance par le secrétaire rapporteur. 3. Mise en contexte du président du barreau autour de la proposition de loi modifiant la loi du 20 janvier 2009 sur l'enlèvement, le rap, la séquestration et la prise d'otage. 4. Intervention de maître Stanley Gasson. 5. Questions, intervention des députés. 6. Débats généraux. 7. Recommandations, clôture. Tel a été l'ordre du jour préparé pour cette séance de travail. Monsieur le Président. Il n'y a pas d'objection. Personne de la commission n'a d'objection sur l'ordre du jour. Il n'y a pas d'objection adoptée. Le secrétaire rapporteur, je dirais, de la lecture du point 1 de l'ordre du jour. Point 1 de l'ordre du jour. Propos de bienvenue par le président de la commission, l'honorable député Clovis Oba. Distingués membres de la commission justice, droits humains et sécurité publique, honorable bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et membre de la Fédération des barreaux avocats d'Haïti, Monsieur Stanley Gasson, c'est pour nous aujourd'hui un honneur inouï de vous avoir dans nos murs. Question de débattre sur une loi d'actualité. C'est la loi concernant le kidnapping, le rap, l'enlèvement, prise d'otage. Au XXIe siècle, il y a un fait observable et observé qui ne cesse de ronger cette société, celle d'Haïti, et communément appelée kidnapping, et en empruntant, je dirais, le vocable anglais et qui s'est traduit dans la langue française, enlèvement. Et cet état de fait ou cette infraction fait tellement de mal à la société haïtienne et tente même d'induire la jeunesse contemporaine dans un creux que personne ne sait pas encore comment freiner en quelque sorte et cette infraction exagérée qui, si l'on n'arrive pas à mettre une balise, pourrait même arriver à la destruction du tissu social. Pourquoi on a initié une proposition de loi pouvant venir avec des restrictions, pouvant en quelque sorte édicter certains principes juridiques, pouvant empêcher, ou du moins faire peur à des gens qui auraient l'intention de commettre
de tels actes, de peur d'être réprimandé sévèrement par cette loi. Cette loi ne cesse pas de défrayer la chronique à tel point que le barreau de Port-au-Prince, membre de la Fédération des barreaux d'Haïti, représenté par le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, à savoir l'honorable Sandé Gaston, se voit dans l'obligation d'intervenir pour placer ces mots comme étant un professionnel du droit. C'est dans cette optique qu'aujourd'hui, il est là, en chair et en os, en notre compagnie, réuni en commission pour travailler sur cette loi, question d'apporter des modifications et même des recommandations si le cas y est cher. Nous vous disons, Vincent Légaston, bienvenue, et vous êtes chez vous. Comme étant avocat au barreau de Port-au-Prince, je me rappelle des séances de travail que nous avions eues ensemble. Je me rappelle également que vous avez été mon professeur et à l'école du barreau, et quand j'ai été avocat stagiaire à ce dit barreau. Donc, je suis encore et je resterai toujours un confrère, et vous serez toujours un aîné, et nous aurons toujours à travailler ensemble, surtout quand il s'agit de mettre les points sur les i, ceci pour le plus grand bien du pays. Merci d'être venu. Secrétaire rapporteur, veuillez donner lecture du point 2 de l'ordre du jour. Point 2 de l'ordre du jour, lecture des correspondances par le secrétaire rapporteur. Secrétaire rapporteur, veuillez donner lecture des correspondances. Ce qui sera fait. Port-au-Prince, le 14 mars 2017. Maître Stanley Gaston, président, Fédération des barreaux d'Haïti, ancien bureau. Un instant, président. Il serait de bon ton qu'on lise d'abord la correspondance de la Fédération des barreaux. Port-au-Prince, le 8 mars 2017. Au président et aux honorables députés, palais législatif. Objet, observation sur la proposition de loi modifiant la loi du 20 janvier 2009 sur l'enlèvement, le rapt, la séquestration et la prise d'otage. Monsieur le Président, honorables députés, la Fédération des barreaux d'Haïti FBH, au cours de sa 10e retraite à Miwagwan, du 12 au 4 mars courant, s'est penché sur la proposition de loi créée en rubrique déjà votée par la Chambre des députés au cours de la 49e législature, modifiée par le Sénat lors d'un vote au mois de février 2017 et qui doit faire l'objet d'un nouvel examen à la Chambre des députés. Cette proposition de loi s'inscrit dans le cadre d'une politique criminelle étatique et entend apporter une réponse aux nombreux cas d'enlèvement et de séquestration de personnes contre rançon. L'initiative est louable et démontre que les autorités étatiques œuvrent pour faire régner l'ordre et la paix dans la République. Cependant, on ne saurait résoudre des dérives par d'autres dérives. La proposition de loi en question, dans son essence, poursuit des objectifs d'efficacité dans les poursuites judiciaires et veut décourager toute tentation par la sévérité
ainsi que par l'exemplarité de son arsenal répressif. Le législateur actuel légiférant, dans un souci de bien faire, semble oublier des principes essentiels en la matière. D'abord, le processus d'élaboration de la loi doit tenir compte du principe de la légalité consacré par la Constitution haïtienne en vigueur et les multiples instruments internationaux auxquels Haïti est partie, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention américaine des droits et des devoirs de l'homme, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce principe s'impose aux législateurs dont la loi qui les dicte doit se plier à l'exigence de maintenir l'équilibre entre les droits de la personne poursuivie et la nécessité de préserver l'ordre public. Un penchant du principe de la légalité est battu en brèche, se référant au système de pénalité. Dans notre droit pénal, c'est la sanction qui constitue le critère de détermination de la gravité de l'infraction. Depuis 2001, avec les lois sur le blanchiment des avoirs, le trafic des stupéfiants et la corruption, le législateur introduit des confusions graves dans le droit interne, avec pour conséquence les possibilités pour les tribunaux d'appliquer rationnellement les sanctions et la difficulté à mettre en place des mécanismes pénitentiaires et de réinsertion sociale. Puis, la proposition de loi souffre d'un autre déficit. Elle annule la séparation des pouvoirs. Le législatif va enlever tout pouvoir d'appréciation aux magistrats instructeurs au cours d'une investigation, même celui de requalifier au détriment de la liberté individuelle un fait malheureusement placé dans une catégorie pénale par la police judiciaire ou par le parquet. Puisqu'il ressort de la proposition de loi un juge qui mettrait un inculpé en liberté avant son ordonnance définitive sera tout bonnement renvoyé de la magistrature. Qui pisait? Dans l'état actuel des choses, un dossier sujet à instruction peut passer 2 ou 3 ans dans le circuit judiciaire par l'effet des voies de recours avant qu'une ordonnance du non-lieu soit exécutée. Par conséquent, s'il s'avère impérieux de lutter contre les dérives consacrées au niveau du système judiciaire, cela ne saurait se réaliser aux dépens des droits et libertés des justiciables. Ensuite, la proposition de loi va à l'encontre des garanties judiciaires. À titre d'illustration, elle institue de manière sous-jacente la présomption de culpabilité dans notre droit, alors que ce qui demeure reconnu et consacré est la présomption d'innocence. Enfin, la proposition de loi risque de nous attirer les foudres de la Commission et de la Cour américaine des droits de l'homme, car une fois devenue loi et qu'elle sera invoquée devant les instances précitées, l'État sera condamné pour n'avoir pas été en mesure d'adopter des lois répondant à des critères et des standards de qualité tels que prônés par les instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Monsieur le Président, en clair, il s'agit seulement de quelques toxiques que contient la proposition de loi qui viennent d'être mises en relief. Un exposé exhaustif avec argumentation à l'appui aurait pu aisément remplir une centaine de pages dans un manuel. Tout compte fait, convaincu qu'une nouvelle législation sur l'enlèvement et la séquestration de personnes contre rançon est indispensable, la FBH
offre gracieusement son expertise pour accompagner le Parlement dans le but d'améliorer la proposition de loi de sorte que les objectifs poursuivis soient atteints. Au demeurant, la FBH attend une invitation afin de mettre en branle la collaboration sollicitée. La FBH vous prie d'accueillir, Monsieur le Président, l'expression de ses considérations distinguées les meilleures. Pour la FBH, bâtonnier Stanley Gaston, Président, copie conforme Palais national. La Chambre des députés, le Président, ce 14 mars 2017, Maître Stanley Gaston, Président de la Fédération des barreaux d'Haïti, FBH, en ses bureaux. Monsieur le Président, le bureau de la Chambre des députés vous présente ses compliments et accuse réception de votre lettre datée du 8 mars 2017 par laquelle vous avez bien voulu offrir votre expertise pour accompagner le Parlement dans le but d'améliorer la proposition de loi modifiant la loi du 20 janvier 2009 sur l'enlèvement, le rap, la séquestration et la prise d'otages. Il vous en remercie. Le bureau de la Chambre des députés accepte volontiers vos bons offices et vous informe qu'il sera disponible pour vous rencontrer le jeudi 16 mars 2017 à 10h AM à la salle des commissions de la dite chambre en vue de discuter autour de cette proposition de loi subventionnée. Le bureau de la Chambre des députés saisit l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, l'expression de sa haute considération. Charles Chancy, Président. Merci, Président. Telles ont été les correspondances échangées entre le bureau de la Chambre des députés et la Fédération des barreaux d'Haïti. Le secrétaire rapporteur veuillez donner lecture du point 3 de l'ordre du jour. Point 3 de l'ordre du jour. Mise en contexte du président du bureau autour de la proposition de loi modifiant, mise en contexte du président du barreau autour de la proposition de loi modifiant la loi du 20 janvier 2009 sur l'enlèvement, le rap, la séquestration et la prise d'otages. Alors, comme le point 4, c'est l'intervention de M. Gaston, je pense que M. Gaston va en profiter pour faire le mise en contexte et ensuite intervenir. J'ai la parole. Vous avez la parole. Donc, d'abord, je remercie la commission justice de la Chambre des députés qui a bien voulu nous accorder audience autour de la proposition de loi concernant l'enlèvement, le rap, la séquestration et la prise d'otages. Et ces salutations, elles vont au président et à l'ensemble des membres de la commission. La Fédération des barreaux d'Haïti tient à féliciter le Parlement dans son ensemble, le Sénat et la Chambre des députés pour cette initiative visant à doter le pays d'une nouvelle loi sur l'infraction d'enlèvement et de séquestration de personnes. Comme il a été relaté dans la correspondance de la Fédération, en lisant la loi et en analysant, nous avons relevé des incohérences qui, à notre avis, dans un souci d'une justice efficace, qui doivent être rectifiées. D'abord, je tiens compte des visas. Au niveau des visas,
Au niveau des visas, on a visé le décret de 2005 sur la convention concernant le terrorisme. Alors qu'il y a déjà Président, je peux continuer? Oui, donc je disais que d'abord nous sommes au niveau des visas. Au niveau des visas est visée la Convention interaméricaine contre le terrorisme. Alors que nous savons très bien qu'il y a déjà une loi spécifique qui concerne le blanchiment des avoirs et le terrorisme. Maintenant, quel lien y a-t-il entre l'enlèvement, la séquestration et le terrorisme? Est-ce que ce sont des infractions apparentées? Mais la lecture du texte ne le démontre pas. Première considération. La deuxième considération, il y a une omission. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas visé des documents tels que le pacte international, tels que la convention qui renvoie quand même à des garanties judiciaires et au principe de la légalité? Ces textes ne sont pas visés. Au niveau maintenant des considérants, il y a une chose qu'on doit tenir compte. Quand vous prenez un texte de loi, un texte en matière pénale, la méthode d'interprétation, c'est la méthode téléologique. Et dans cette méthode, on doit se référer à quelle a été l'intention du législateur au moment d'adopter la loi. Donc, en disant des considérants, on doit être en mesure de déterminer quels sont les objectifs poursuivis par le législateur, en d'autres termes, quelle a été l'intention du législateur. Quand je vais au considérant 2, j'observe qu'au niveau du considérant 2, c'est maintenant, d'après la lecture, c'est maintenant qu'on est en train de décriminer le fait d'enlèvement et de séquestration. Alors que l'objet même de la proposition, il s'agit d'une notification. Ce qui veut bien dire qu'il y a déjà une législation en la matière qu'on voudrait modifier. Considérant qu'il y a lieu de pénaliser le phénomène du kidnapping. Donc, il ne s'agit pas à ce niveau de pénaliser, puisque c'est déjà pénalisé, on est en train de modifier. Donc, de l'avis de la fédération, ce considérant doit être en vie. Et il y a encore un autre considérant qui d'après nous est trop, lorsqu'on parle d'actes de l'éditisme qui s'étendent aux nationaux et aux étrangers. Donc, une loi pénale, c'est une loi de police et de sûreté, c'est une loi qui concerne tous ceux qui se trouvent sur le territoire national. Et dans certaines mesures, la loi elle peut concerner également ceux qui vivent à l'étranger, dans la mesure où c'est un Haïtien qui est victime et qui porte plainte en vertu des dispositions du code d'instruction criminelle. Donc il y a aussi un travail de réécriture à faire au niveau des considérants afin que ça soit beaucoup plus clair. Maintenant, j'en viens rapidement aux articles. Article 2, et là nous en sommes à l'article 249. Au niveau de l'article 2, il est dit que les articles 289 à 293 sont régulièrement abrogés et remplacés désormais. Dans la proposition qui est faite, les articles 289, 289-1, 290, ce sont trois articles qui définissent les infractions. Ce sont trois articles qui posent des éléments d'incrimination. Mais en matière pénale, il faut toujours se référer au principe de la légalité. Et le législateur a pour obligation de formuler des textes de manière claire, précise et concise, de sorte que à éviter les interprétations qui risquent de conduire à l'arbitraire. Article 289. En conditionnant, on termine par dire, en parlant de la personne, le garder dans un lieu ou divers le déterminer en conditionnant sa libération. La libération sera conditionnée à quoi? On ne le dit pas. Là, c'est une condition essentielle, puisque dans la question de la prise d'otage, parce que plus loin, on est venu avec une autre incrimination qu'on appelle prise d'otage, et on fait très clairement la différenciation entre la prise d'otage et l'enlèvement, c'est à partir de la conditionnalité. Puisque dans la prise d'otage, on retient quelqu'un, c'est pour forcer une autorité nationale ou un organisme à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose de la prise d'otage. Mais lorsque vous dites en conditionnant sa libération, on va la conditionner à quoi? Est-ce que ça va être conditionné à une question de rançon ou à autre chose? Donc, suivant le principe de la légalité, il faut qu'il y ait une précision
à ce niveau. Un peu plus loin, on va à l'article 290, et au niveau de cet article, non seulement on incrimine, on propose des éléments constitutifs de l'infraction, mais encore, on établit un système de pénalité, puisque là, on vient avec une échelle de peine se situant entre 30 à 50 ans. Je reviens à l'article 289 pour souligner que d'après cet article, la peine qui est prévue, ce sont des travaux forcés à perpétuité. L'article 289, combiné à 289-1. Or, à l'article 290, on est venu avec une autre peine qui est la peine de 30 à 50 ans. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il y a une contradiction telle entre les deux articles que le juge ne sera pas en mesure de faire un choix. Donc la loi en elle-même comporte les germes et comporte des imperfections qui fait que cette loi deviendra inopérante. C'est une loi qu'on ne pourra pas appliquer. Puisqu'il y a un article qui parle de la même infraction, qui vous dit qu'on doit condamner aux travaux forcés à perpétuité, et un autre article vous dit qu'on doit condamner entre 30 à 50 ans. Mais le juge ne peut pas faire ce choix, puisque la mission du juge, c'est d'appliquer la loi. Donc, lorsqu'il y a un cas d'obscurité, lorsqu'on se trouve en présence d'un cas d'obscurité, le juge n'a d'autre choix que de prononcer l'élargissement de quel que soit l'individu qui serait poursuivi pour infraction de kidnapping. Donc, on a fait la même chose, et ce contraire. On a prévu l'infraction, on a proposé une pénalité, mais dans un autre article, on a proposé des éléments constitutifs pour la même infraction, mais avec une autre échelle de peine. Donc, ce qui fait que la loi en elle-même, devient inopérante. Et là, je vais plus loin. Il y a encore une autre chose qu'on peut relever au niveau de la loi. On parle de récidive, parce que dès qu'il y a récidive, il y a une première condamnation. Il se trouve que la peine pour la personne qui commet l'infraction pour la première fois est la perpétuité, et pour la récidive, c'est encore la perpétuité. Là, on s'y perd, puisque la récidive, c'est une circonstance aggravante, on ne va pas en croire. On ne va pas comment on constate l'aggravation. L'aggravation n'est pas constatée à ce niveau. Puisque vous avez été devant le tribunal vous condamne pour travaux forcés à perpétuité. Et dans le cas, dans les infractions en question, le juge ne pourra pas prononcer de circonstances atténuantes. Dans tous les cas de figure, ça va être des travaux forcés à perpétuité. Bon. Si par extraordinaire, l'individu bénéficie d'une commutation de peine résidentielle, ou bien l'individu a été gracié, donc là, on se trouve dans des hypothèses où ce même individu serait amené à commettre des infractions qui seraient encore le rapt ou l'enlèvement. Et puis, quand cet individu, lorsqu'on va le juger à nouveau, donc on va constater une première condamnation, mais au niveau de la deuxième condamnation, ça va être la même peine. Donc vous voyez, donc là, il y a quand même une certaine incohérence. Il faut quand même qu'il y ait un degré de responsabilité entre la première infraction et la récidive. À l'article 291, il y a encore un autre problème au niveau de l'échelle des peines, puisque la peine qui est prévue, c'est la peine des travaux forcés à perpétuité. Or, il se trouve qu'à l'article 291, on dénonce un ensemble de circonstances aggravantes pour aboutir à quoi? Pour aboutir encore à la peine des travaux forcés à perpétuité. À l'article 292, vous voyez, là je fais une lecture linéaire. Et dans ma lecture linéaire, vous voyez, au niveau de tous les articles, il y a des toxiques. Là, je prends les articles un à un. Au niveau de l'article 292, c'est un article qui est un peu en déphasage par rapport à tout ce que nous connaissons au niveau du droit pénal haïtien. Puisque dans le droit pénal haïtien... Qu'est-ce que vous relevez comme imperfection au niveau de l'article 291? Donc, au niveau de l'article 291, ce que je relève comme imperfection, c'est qu'on a prévu un ensemble de circonstances aggravantes, alors que, même sans circonstances aggravantes, la peine, c'est déjà des travaux forcés à perpétuité. C'est une peine fixe.
même sans circonstances aggravantes. Et encore, avec ces circonstances aggravantes, c'est encore la même peine. C'est superflu, tout à fait. Au niveau de l'article 292, là encore, il y a un néologisme par rapport à notre droit. Puisque dans notre droit, lorsqu'il y a un rapport de confiance, ou lorsqu'il y a des rapports de filiation entre deux personnes, généralement, ce sont des circonstances aggravantes. Or, ici, dans la loi, on voit que si les personnes, on voit que lorsque l'infraction a eu lieu entre des membres de la même famille, le ravisseur, il est membre de la famille de la personne enlevée, contrairement à ce que nous avons dans notre droit, maintenant nous voyons qu'il y a une sorte d'adoucissement, puisque ici, il est prévu de 30 ans au moins à 50 ans au plus. Alors que l'inverse, on aurait pu comprendre l'inverse. Donc, pour n'importe quel individu qui réalise un kidnapping, s'il ne connaissait pas la personne avant, ça va être remboursé à perpétuité. Alors que dans le cas de personnes qui se connaissent, il y a un rapport de confiance entre ces personnes, donc il y a un adoucissement de la peine. À l'article 293-1, c'est un article qui introduit la présomption de culpabilité. Alors que ce que nous avons dans notre loi, c'est la présomption d'innocence, qui est une garantie judiciaire. Ici, nous voyons un texte de loi qui, contrairement à ce qui énonce les conventions signées et ratifiées par Haïti, introduit la notion de présomption de culpabilité. Article 293-3, c'est un article encore qui innove, qui introduit le cumul de peine en matière de crime. Dans notre droit, il n'y a pas de cumul. Et article 293-3. Et ce cumul est vraiment irrationnel, puisque pour les infractions considérées, la peine qui est prévue, ce sont des travaux forcés à perpétuité. Comme après avoir condamné une personne aux travaux forcés à perpétuité, on juge la personne et on va la recondamner encore aux travaux forcés à la perpétuité. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On passe maintenant à l'article 293-4. À l'article 293-4, on est venu avec un ensemble de mesures conservatoires. Mais puisque nous sommes en matière pénale, nous parlons de mesures de sûreté différentes des peines qui sont prononcées par les tribunaux. Mais ici, on n'a pas dit quelle autorité est habilitée à prononcer ces mesures conservatoires. Donc, ce n'est pas dit dans le texte. À l'alinéa D de l'article 293-4, donc il est dit que les fonds, les biens qui seraient mis sous la main de la justice, que ces fonds serviront à dédommager les victimes. Donc, ça pourrait poser un problème lorsqu'il s'agira de discuter par rapport à certains biens. Parce qu'on peut vouloir exécuter les dommages et intérêts sur les biens de la victime qui ne ferait pas l'objet de saisie et vouloir exécuter en même temps par rapport à ce qui est détenu par l'État. Donc, ça pourrait quand même poser des problèmes au niveau de la discussion. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait une certaine précision pour déterminer comment cela se fera. Comment cela va se passer? Pour l'alinéa D. Alinéa D. À l'article 293-6. Non, pour l'alinéa D, quel reproche? À l'alinéa D, non, le reproche est le suivant. Parce que après une condamnation, la victime, on a libellé en sa faveur des dommages et intérêts. Donc la victime peut exécuter sur les biens de la personne condamnée qui n'ont pas été mis sous la main de la justice. De la même manière, la victime peut demander à l'État de les dédommager, puisque l'État a déjà des biens de l'auteur de l'infraction entre ses mains. Donc ça peut créer quand même des problèmes au niveau de la discussion entre ces deux catégories de biens. Donc c'est pour ça que je vois qu'il doit y avoir une certaine précision. À l'article 293-6, bon, c'est quand même un article
qui incite les gens à collaborer avec la justice. Mais quand la peine est déjà celle des travaux forcés à perpétuité, comment va-t-on faire pour déduire 3 ans, 5 ans de cette peine? 293-6. Parce qu'on vous dit que quand vous avez collaboré, vous bénéficiez d'une réduction de 3 ans au moins et de 5 ans au plus. Maintenant, dans quoi va-t-on priver ces 3 ans ou ces 5 ans? La peine est fixe. 293-6. À l'article 293-7. 293-7. Là, et à la ligne et au deuxième paragraphe, on vous dit que tout refus de collaborer est tenu pour un fait de complicité. Alors que nous savons que la complicité, elle est soit antérieure ou concomitante à l'infraction. Le comportement survenu après l'infraction ne saurait être assimilé à une forme de complicité. Ça peut être une autre infraction. Donc, Comment? non, la complicité, elle est antérieure à l'infraction ou elle peut être concomitante à l'infraction. Mais le comportement survenu après n'est pas la complicité. Or, avec cet article, le refus de collaborer intervient après la commission de l'infraction. Et l'article 293-7 fait de la personne ou de l'institution qui refuse de collaborer un complice et qui, en principe, va écoper des mêmes peines. Mais si ce refus de collaborer, c'est à quel moment ici? Non, c'est après l'infraction. Si ça intervient après l'infraction, ça doit faire l'objet d'une autre infraction. Ça peut être une autre infraction. Permettez-moi. Président. Président, permettez-moi. Et je ne sais pas comment on va procéder, mais je propose parce qu'il y a une interaction pour aller plus vite, parce qu'il y a interaction, parce qu'il y a beaucoup de reproches, beaucoup de réserves soulevées par l'honorable bâtonnier et qui pourrait également faire l'objet de discussions entre les membres de la commission jusqu'à ce qu'on arrive à éclaircir, vous voyez, un point. Par exemple, pour ce dernier point, M. le bâtonnier, et je pense que l'infraction, la complicité peut être aussi postérieure. Elle peut être aussi postérieure à l'infraction, par exemple dans le cas de recel. Le recel, c'est une infraction. Et c'est par l'effet même de la complicité. Le recel est inscrit comme une infraction liée à la complicité. Nous sommes tout à fait d'accord. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a 3 formes de complicité exprimées. Ou bien antérieure, ou bien concomitante, ou bien postérieure. Mais là, l'individu, par exemple, qui a collaboré avec le présumé kidnappeur, c'est un complice. Par exemple, imaginez, on a fini d'enlever. Donc l'infraction d'enlèvement a eu lieu dans un lieu. Et la personne est conduite dans un autre lieu pour trouver refuge dans une maison. Et cette maison appartient à une autre personne. Cette personne qui, permet, qui reçoit chez elle le kidnappé, se fait complice de l'auteur du kidnapping. Non, je suis d'accord, mais sauf que l'article parle d'autre chose. Je suis d'accord. Ici, là, c'est au législateur, dans son investigation, dans l'instruction de la cause, qui va déterminer est-ce que la personne pouvait avoir connaissance de la commission de l'infraction initiale et pour commettre, comme a dit le bâtonnier, l'infraction secondaire, c'est-à-dire la complicité. Non, mais ici, bon, ce que vous dites, c'est vrai, honorable député, mais avec la seule nuance, parce que ici, on parle de complicité qui surviendrait au cours de l'enquête. C'est au cours de l'enquête maintenant. Ah, okay. Bon, je prends l'exemple d'un opérateur de service de communication électronique qui refuse de fournir des données. Des données permettant de découvrir le kidnapping, par exemple. Maintenant, pour ce refus, on assimile ce refus à une complicité de kidnapping. Donc, très certainement, il y a obstruction à l'enquête, ça on en convient, mais ce n'est pas une forme de complicité. Ça aurait dû faire l'objet d'une autre infraction. Là, c'est une autre infraction qui est commise.
mais ce n'est pas un cas d'homicide en tant que tel. Il fallait en d'autres sens, introduire un autre article. C'est ça. Ouais. Il faut un autre article. Incriminant le comportement. D'autant plus que pour cette infraction, pour ce comportement qu'on a voulu punir, il n'y a pas de peine. Parce que là, on renvoie à l'article 293-4, mais l'article 293-4, ce sont des mesures de sûreté, ce sont des mesures conservatoires qui sont énoncées. Ok. Et ces mesures conservatoires, il n'y a pas de mesures privatives de liberté. Non. Et puis, bon, il y a l'article 4 de la loi qui pose problème par rapport à la question de la liberté provisoire, le mandat et la main levée. Et là, je souligne le point suivant, c'est que la main levée a été introduite. La main levée a été introduite dans notre loi, c'est pour tempérer les rigueurs de la détention préventive prolongée. C'est vrai que déjà à l'article 95 du Code des procédures criminelles, pour certaines catégories d'infractions, il n'y a pas de liberté provisoire, parce que déjà nous avons des précédents en matière d'infraction comportant une peine affective infamante, en matière de crime, d'abus de confiance, de vol, il n'y a pas de liberté provisoire. Donc, à ce niveau, ce n'est pas un problème. Mais pour la main levée, ça a été introduit dans le droit, c'est justement pour tempérer la rigueur de la détention prolongée. Et là, comme j'ai donné l'exemple, imagine le moment, on vous appréhende. Par mauvaise foi, par négligence ou par erreur, on qualifie l'infraction de kidnapping ou d'enlèvement. Et arrivé au parquet, peut-être que le cas a fait grand bruit, le commissaire du gouvernement, sans un examen approfondi, ou bien par manque de courage, conserve la même qualification. On envoie le dossier au cabinet d'instruction. Et arrivé au cabinet d'instruction, le juge, dès le début de l'enquête, il voit qu'il n'y a pas d'enlèvement du tout. Il voit qu'il s'agit d'autre chose. Maintenant, vous dites à ce juge qu'il ne pourra pas mettre l'individu en liberté et qu'on doit attendre son ordonnance définitive. Bon, le juge, il est diligent dans l'état de notre système, il rend son ordonnance, mais le parquet peut faire appel. Après, le parquet peut faire cassation. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que vous voyez ce qui risque d'arriver si on conserve une telle disposition? Mais, Président, allez-y. étant donné que dans la correspondance adressée par le président de la Fédération des barreaux d'Haïti en date du 8 mars 2017, 6e paragraphe, il a dit depuis 2001, les législateurs haïtiens introduisent de graves confusions dans le droit interne. Et cette phrase me tient à cœur. Oui. Est-ce que vous pouvez vous relever pour nous ces confusions? Parce que nous autres, en tant que législateurs, nous sommes là pour rectifier les erreurs, s'il y a eu. Avant même. Non, mais je peux répondre? Allez. Ok. Maintenant, j'ai le micro. Okay. Oui, voici la situation. Maintenant, regardez bien notre droit pénal. Avec le principe de la légalité. Dans notre droit pénal, la peine occupe une place centrale. Les infractions sont définies par rapport à la peine. C'est la peine qui permet de savoir si on est en présence de crime, de délit ou de contravention. Et au moins de la peine, on arrive aussi à la notion de responsabilité. De la peine, on va pouvoir intervenir avec des notions d'excuses, on va intervenir également avec des notions de circonstances aggravantes et de circonstances atténuantes. Et dans notre loi, nous avons adopté un système de peine dite de la fourchette, avec un minimum et avec un maximum. Mais dans les lois modernes, on vient avec un autre arsenal de sanctions. On vient avec des peines de 20 ans, des peines de 30 ans, alors que nous n'avons pas ça dans le code pénal. Donc ce que le législateur aurait dû faire d'abord, le législateur aurait dû modifier l'arsenal répressif, et en fonction de cette modification, à ce moment, on vient avec des incriminations et on peut appliquer le nouveau arsenal répressif.
Mais nous avons un arsenal répressif qui fait partie de notre ordonnancement, qui est bien ficelé, qui rentre dans une méthodologie, il y a une interdépendance entre les différents articles, entre les différentes institutions, et tout d'un coup, on introduit une nouvelle manière d'appliquer, on introduit une nouvelle pénalité. On vient maintenant avec des peines de 30 ans ou de 50 ans. Un exemple. Bon, à supposer que le juge vous reconnaît des circonstances atténuantes. Maintenant, nous sommes en matière de crime. Et en matière de crime, pour appliquer les circonstances atténuantes, on se réfère à l'article 382. Or, à l'article 382, il n'est pas prévu comment le juge peut abaisser la peine lorsqu'il s'agit d'une peine de 30 à 50 ans. Que va faire le juge? Je ne sais pas si vous voyez. Sauf que l'article 382 permet au juge d'appliquer le minimum. D'appliquer le minimum quand on reconnaît la liberté et les circonstances atténuantes à l'individu. Mais même là encore, ça va poser problème. On voulait, je vois votre préoccupation. Vous avez bien voulu que le juge puisse avoir la latitude de savoir comment pénétrer cette fourchette 30 et 50. Non, c'est pas ça seulement. Ça, c'est une préoccupation, mais avant de venir avec ce nouveau système de pénalité, il faudra à travers la loi, revoir le système de pénalité, revoir l'arsenal répressif. Puisque dans notre loi, c'est la peine qui est le point de départ en matière d'infraction. Est-ce que la RBH est en mesure de relever pour nous les différentes faiblesses? Par exemple, sur la loi sur le blanchiment des avoirs, le trafic illicite des stupéfiants, c'est ce qu'on a fait mention dans la correspondance. Oui, on peut le faire, mais pas aujourd'hui. Oui, c'est pourquoi moi je propose, Président, étant donné que c'est le bureau de la commission qui est là, les autres, il y a 15 membres dans la commission, je propose une prochaine séance puisse s'organiser entre les différents membres de la commission. Et pour nous, pour nous ça tombe bien. Oui, pour nous ça tombe bien. À ce moment, ça me permettra de demander à d'autres membres de l'administration de m'accompagner. Et je dois vous mettre au courant également, président et les membres de la commission, que hier, quand j'ai reçu la correspondance du président de la Chambre des députés, immédiatement, j'ai convoqué une réunion à l'extraordinaire qui se tiendra au cours de ce week-end dans la juridiction du Cap haïtien. Ce sera pour nous l'occasion de formuler à l'écrit nos critiques et nos recommandations par rapport à la loi. Ok. Bon, et j'ai une préoccupation que vous écrire. Merci. J'ai une autre préoccupation. Je ne sais pas si je peux me tromper. Vous allez m'aider à comprendre ça. Parce que normalement, ma première préoccupation, et c'est ce qui m'a conduit à accorder, à rédiger un rapport défavorable au vote des modifications apportées par le Sénat de la République à la proposition de loi qui a été déjà votée par la Chambre des députés. Premièrement, on introduit l'article 95, on propose, alors le Sénat propose la modification des articles 95 et 251 du Code d'instruction criminelle. Là, j'ai un problème. J'ai un problème tout d'abord de méthodologie, si vous voulez, de cohérence, parce que l'article 95, 251, ce sont des textes de loi relevés dans le droit pénal de la forme. De procédure, tout à fait. Vous voyez, ça c'est de la procédure. Or, là, nous sommes dans le droit pénal du fond. Vous voyez, et je ne vois pas comment on peut, eh bien, agiter cette question, une loi de forme qui pénètre un arsenal de textes de loi de fond. 1. 2. Les articles 95 et 251, les articles 95 et 251 ne faisaient même pas partie de la loi initiale, la loi qui a été transférée au Sénat en deuxième lecture. Donc, ça ne faisait pas partie du texte initial. Alors que le Sénat a proposé, voyez-vous, donc
de modifier les articles 95 et 251. Je vois là, il y a là un mal-donne. Il y a un mal-donne en fait de procédure parlementaire. Donc, seule la loi initiale qui a été transférée doit faire l'objet d'examen au niveau du Sénat. Et s'il y a des modifications à voter, ce n'est que parmi les textes de loi compris dans la loi initiale. Et non pas, il ne s'agit pas au Sénat, le Sénat ne devrait pas, voyez, introduire des articles et réclame leur modification dans le texte de loi envoyé en modification. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Bien avant la correspondance de la Fédération des barreaux d'Haïti, nous autres membres de la commission, nous avons jugé nécessaire de retirer en débat cette proposition de loi, tenant compte le principe de la hiérarchie des normes. Selon le principe de la hiérarchie des normes, la Convention américaine des droits de l'homme ratifiée par Haïti a une valeur supranationale. Tout à fait. A une valeur supranationale, c'est-à-dire on devrait classer les lois par ordre. Maintenant, étant donné que Haïti a ratifié la Convention américaine des droits de l'homme, nous autres, après analyse, nous avons jugé nécessaire d'enlever la proposition de loi en débat, le temps pour nous de rédiger un autre rapport. Bon, ça, tout à fait. Bon, mais comme je vous ai dit, ça nous laissera le temps de nous réunir au CAP, comme on va le faire durant le week-end, et nous allons faire de notre mieux pour soumettre nos observations dès la semaine prochaine à la Chambre des Députés. Oui, puisqu'il y a urgence, pas vrai, Président. On le fera dès la semaine prochaine. Oui, et je vais avoir votre opinion, et monsieur le bâtonnier sur... Non, d'accord. Non, là, je partage votre avis. Je partage votre avis. Bon, ça paraît incohérent. Donc là, bon, naturellement, la chose qu'on pourrait faire, il faudra à ce moment modifier le titre de la loi. Exactement. Donc, en modifiant le titre de la loi, ça portera et sur le droit de fond et sur le droit de la forme. La forme, exactement. Mais si on modifie le texte de la loi, à ce moment, on va rencontrer les préoccupations de notre de l'honorable député, mon confrère, à savoir que cet article ne peut pas être en contradiction avec la Convention des Nations Unies. Notamment l'article 7 de la Convention. Et merci en délégation. Président, vous m'excusez, et naturellement, Président, pour le présent moment, ce qui est le beaucoup plus grave dans la loi, mais vraiment ce qui est le plus grave, c'est l'article 289 et l'article 290. Donc, disons, article 289 qui est puni des travaux forcés à perpétuité, et l'article 290 qui prévoit 30 à 50 ans. Donc, ces deux articles concernent le même objet sur les avis. Maintenant, c'est un texte qui ne sera jamais appliqué, puisque le juge ne pourra pas faire, donc ne va pas choisir quelle peine prononcer. On a le même problème au niveau du décret électoral. On a le même problème. Il y a pour un cas, on vous dit c'est la mode, pour un autre cas c'est l'emprisonnement. Pour la même infraction. Que peut faire le juge? Est-ce que le juge peut choisir? Parce que n'oublie pas, la loi est appelée à s'appliquer à l'échelle nationale. On peut trouver un cas où un juge accordé peine décide d'aller au travail forcé à perpétuité, un juge au cap 30-50 ans pour au prince, donc ça ne peut pas se faire dans un même territoire. Oui, Président. Et comme nous venons de vous le dire, quand une proposition de loi est arrivée au stade d'être appréciée, soit à la Chambre des députés ou au Sénat, c'est le vote de la majorité qui compte. Et vous pouvez toujours avoir votre position. Étant donné que l'Assemblée est souveraine, c'est ce que dit la majorité des parlementaires qui va passer. Maintenant, on peut toujours avoir ses propres préoccupations et que cela ne se tienne pas debout si toutefois la majorité ne va pas dans votre sens. Et bien, c'est dans cette situation que nous nous trouvons nous autres. Étant donné qu'à cette époque, nous n'étions pas ni président, ni vice-président, ni secrétaire rapporteur de la commission justice, droits humains et sécurité publique, nous n'avions pas vraiment foi délibérative pour agir comme nous sommes en train d'agir aujourd'hui. Et heureusement, nous avons une porte de sortie parce que cette loi a été votée à la Chambre des députés
et être transmise au Sénat. Maintenant, le Sénat a voté cette loi avec des modifications. Et à partir de ces modifications, maintenant, il nous revient à nouveau le droit de nous pencher sur cette loi. Et c'est cet intervalle même que nous, là où nous pouvons, qui nous permet aujourd'hui de nous entretenir avec vous. Et bien que nous autres, nous avons déjà fait notre travail là-dessus, nous avons déjà notre propre recommandation dressée en la circonstance. Et maintenant, étant donné que nous n'avons pas la science infuse, il nous faut les recommandations de la FBH, Fédération des barreaux d'Haïti, pour pouvoir confronter les nôtres et afin que nous puissions sortir avec une meilleure recommandation condensée, dans laquelle on trouvera l'empreinte de la Fédération des barreaux et l'empreinte de la Commission Justice, Droits humains et Sécurité publique. Comme ça, nous travaillerons et nous ferons œuvre qui vaille pour la société d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est ce qui fait que nous sommes très très préoccupés par une prochaine rencontre en compagnie de la Fédération des barreaux d'Haïti au grand complet, accompagné du directoire de la FBH au grand complet. Comme ça, nous aurons l'opportunité de débattre ensemble sur les nuances, et je dirais sur les contradictions, et de là nous pouvons en quelque sorte trouver les meilleurs éléments qui puissent permettre une distribution saine et impartiale, je dirais, et impartiale de la justice haïtienne. Oui, donc je vais vous demander. Donc, il me faut avoir un calendrier, Président, comme vous savez que pour le directeur de la fédération, donc ce sont des bâtonniers qui sont dispersés à travers le pays, donc il faudra quand même un certain temps pour les réunir, d'autant qu'il y en a qui vont déjà se rendre, qui se rendront quand même